Eh bien, bon, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et aussi pour avoir réussi à la dernière minute à remédier à mon incapacité de venir en personne à cette journée. Je suis vraiment navrée. Euh, je vais vous parler du projet de recherche qui a été mené sur les vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris et qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises au cours des précédentes présentations aujourd'hui. Je vais vous présenter une partie des nombreux résultats qu'on a obtenus et en particulier ce que nous a apporté l'archéométrie dans l'étude de ces vitraux. Alors pour commencer, une toute petite définition, qu'est-ce qu'on appelle archéométrie? C'est la discipline qui utilise les méthodes physiques ou chimiques pour les études archéologiques. La Sainte-Chapelle de Paris, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est un bijou de l'art gothique français. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je crois que tout visiteur, en entrant dans la chapelle haute, ne peut nier la submersion colorée vécue. Autrement dit, c'est assez bluffant. On plonge dans la lumière et dans la couleur. Alors voici une vue des vitraux de la nef de la Sainte-Chapelle. Ceci date du XIIIe siècle. Claire Babet vient de nous en parler. Il représente différents chapitres de la Bible. Et vous voyez que les couleurs, l'ambiance colorée dominante est surtout bleu et rouge. Mais voici maintenant, quand on se retourne, une vue de la rose ouest de la Sainte-Chapelle, qui, elle, date de la fin du XVe siècle. Là, on a un style très différent, avec des effets colorés plus équilibrés. On voit plus de vert, de blanc, de jaune, aussi le rouge. Maintenant, je vais zoomer un petit peu plus pour essayer de vous convaincre de l'évolution qu'il y a eu entre le XIIIe siècle et la fin du XVe. Voici des extraits des panneaux de la nef et voici des extraits des panneaux de la rose. Alors, un tel changement de style, vous allez me dire rien d'étonnant, avec 2 siècles d'écart. Mais cependant, un changement d'esthétique s'appuie forcément sur une évolution du matériau qu'a utilisé l'artiste. Cependant, aujourd'hui, on comprend les grandes étapes de l'évolution de la production verrière en Europe, mais le détail de comment, siècle après siècle, les techniques verrières ont évolué, ce détail, surtout au Moyen-Âge, nous échappe encore. Donc, pour essayer de mieux comprendre l'évolution des techniques, en fait, la Sainte-Chapelle est vraiment un lieu d'étude parfait. Alors, donc, elle a été édifiée au XIIIe siècle par Saint Louis pour accueillir les reliques de la Passion, consacrée le 26 avril 1248, mais dotée d'une nouvelle rose fin XVe siècle, qui est dans un autre style, plutôt gothique flamboyant. Mais la Sainte-Chapelle contient un corpus de vitraux exceptionnel, mais exceptionnel surtout aussi parce qu'en fait, en grande majorité, ils sont d'origine. Il y a des restaurations, hein, Claire Babet vient nous en parler, mais en fait, une grande majorité des verres datent du XIIIe pour la nef et du XVe pour la rose. Néanmoins, on a un défi. Donc, en fait, c'est l'opportunité unique pour sonder l'évolution des techniques verrières et comparer les verres du XIIIe et ceux du XVe. Mais on a un défi majeur qui s'ajoute à cette étude, c'est qu'en fait, très peu de documents ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Documents qui peuvent tracer les commandes, le chantier de fabrication des différents vitraux. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons presque plus que les verres comme témoins de l'histoire de ces vitraux. Donc, quelles sont les questions auxquelles on va chercher de répondre? Alors, tout d'abord, essayer de retrouver d'où viennent les verres, quelles sont leurs origines géographiques, comment a été approvisionné le chantier? Est-ce que c'est un seul approvisionnement global? Est-ce qu'il y a eu plusieurs sources pour les différents verres?
Et puis donc, la deuxième volet des questions posées est à propos de l'évolution de la technique verrière. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement dans la nature des verres, dans les matières premières utilisées, un changement dans les fours, des changements dans la technique de soufflage? Voici toutes les questions auxquelles nous avons essayé de répondre. Alors, pour y répondre, cette étude est inédite par son ampleur et ce côté inédit a été permis en fait grâce à la campagne de restauration des vitraux qui a été menée entre 2011 et 2015, donc, avec en partie certaines baies de la nef et la rose en 2015. Alors, il faut bien réaliser que l'étude des vitraux en place est vraiment, nécessite des moyens importants. Donc, une campagne de restauration, c'est vraiment l'occasion unique. Sinon, on a très peu d'accès à des vitraux qui sont situés en place dans les édifices. Notamment, les échafaudages sont un élément clé pour pouvoir accéder à ces vitraux. Nous avons mené une approche pluridisciplinaire. Mais la première phase est la restauration. Donc, Claire Babier vient de nous montrer le travail de restauration fait sur les vitraux de la nef. Cette restauration est vraiment clé puisqu'on démonte tous les panneaux et elle est réalisée en atelier. Je ne vais pas détailler le travail fait, mais je veux souligner l'intérêt colossal pour les équipes de recherche que représente cette restauration parce que ça nous permet d'accéder aux vitraux dans des conditions idéales, c'est-à-dire dans l'atelier de restauration où on peut vraiment voir en détail dans les meilleures conditions possibles les panneaux de vitraux et ceux-ci sont propres, ont été nettoyés, dégagés de tout encrassement et cela permet donc de pouvoir choisir dans les meilleures conditions possibles les verres que l'on veut analyser. Alors, la première étape des études était la critique d'authenticité. Je pense que les collègues historiens de l'art en ont parlé plus tôt ce matin. C'est vraiment une phase essentielle au cours de laquelle les historiens de l'art passent en revue chaque panneau afin de confirmer l'origine des verres d'après leur expérience et leurs critères de jugement. Pour la Sainte-Chapelle de Paris, c'est la première fois que c'était refait depuis 50 ans. Donc, ça a permis vraiment de mettre à jour la connaissance des panneaux de vitraux. Et encore une fois, ça souligne l'importance de mener ce type d'études dans un atelier de restauration. Le résultat obtenu peut se présenter comme ceci. Voici un panneau et sa critique d'authenticité. Et donc, vous voyez qu'est indiqué qu'une partie du panneau a été restaurée. Donc, les pièces ne sont pas forcément toutes d'origine. Certains sont identifiés comme des restaurations anciennes, d'autres des restaurations du 19e. Parfois, des pièces sont appelées des bouches-trous. Donc, tout ça, c'est très important pour qu'ensuite, quand on va venir étudier le matériau, on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'on va étudier un morceau de verre, une pièce de verre, croyant qu'elle les témoigne de l'origine, alors qu'en fait, non. Viennent ensuite les techniques d'analyse physico-chimique. Alors, les techniques choisies possèdent le critère essentiel d'être non destructives. C'est-à-dire que dans tous les cas, aucun prélèvement n'a été effectué. La première dont je vais vous parler, c'est les techniques basées sur les analyses par faisceau d'ions qui sont développées à Aglaé, qui est au laboratoire du C2RMF sous le Louvre. Et donc, c'est une technique qui permet de déterminer la composition chimique du verre de manière quantitative. Et en quelques secondes, on obtient sur un échantillon la composition chimique en au moins 35 éléments. Donc, c'est vraiment très puissant.
Néanmoins, un tel instrument a un temps d'accès relativement restreint et donc seul un petit nombre de panneaux sélectionnés avec beaucoup de soin a pu être analysé. Donc pour la rose, c'était 4 panneaux, ce qui a permis d'analyser 36 vers recto-verso. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Pour la nef, c'était environ 110 vers répartis dans plusieurs panneaux qui ont été analysés. En complément, l'utilisation d'instruments portables a permis une campagne d'analyse dans l'atelier de restauration. Donc en fait, il s'agit d'analyser la couleur des verres d'une part grâce à la spectroscopie optique et d'autre part la composition chimique par fluorescence X. Mais là, cette fois-ci, on a une information seulement qualitative. L'intérêt de ces techniques est que, encore une fois, on est totalement non invasif et non destructif. Et d'autre part, l'intérêt d'être installé dans l'atelier de restauration est que l'on peut accéder à beaucoup plus de panneaux, donc avec beaucoup moins de contraintes de temps. Et donc, comme vous pouvez voir sur les petits schémas, là, avec ces techniques, on a analysé beaucoup plus de panneaux, à peu près une vingtaine de panneaux. Et donc, on peut être beaucoup plus exhaustif quant à la, on va dire, la représentabilité de nos analyses par rapport à l'ensemble des verrières du monument. Donc, que va-t-on rechercher grâce à ces techniques et à notre approche pluridisciplinaire? Alors, on va sonder le matériau verre. Au Moyen-Âge, le verre est obtenu en fondant du sable, qui est source de silice, et des cendres, qui sont riches en alcalins, potassium, calcium, ou en alcalino-terreux, calcium, magnésium, potassium, sodium pour les alcalins et calcium, magnésium pour les alcalino-terreux. À cela s'ajoutent en faible quantité des éléments colorants, principalement des oxydes métalliques issus de minerais. La composition chimique finale du verre que l'on va analyser résulte donc de la recette employée par le verrier, c'est-à-dire la nature des matières premières et leur quantité. Donc, quel sable, quelle cendre. Alors, cependant, faire le schéma interprétatif inverse, c'est-à-dire déduire la recette et la nature et l'origine des matières premières à partir de la composition finale du verre, après la fonte, n'est pas facile parce que justement le processus de fusion va brouiller les pistes. On va obtenir un matériel homogène, tous les éléments sont mélangés, donc c'est assez délicat. Pour dire autrement, c'est un peu comme si en analysant un gâteau, on voulait remonter à la poule qui a pondu l'œuf et au nom du pâtissier. Mais restons optimistes. En fait, comme je vais vous le montrer, on peut quand même tirer beaucoup d'informations des analyses physico-chimiques réalisées. Donc, commençons par le sable. Pour essayer d'obtenir des informations sur le sable utilisé pour fabriquer les verres, nous avons regardé les concentrations en éléments minoritaires qui sont témoins des minéraux lourds qui accompagnent le sable. Donc, typiquement, la zircone, le rutile, l'ilménite sont des sources de titane, zirconium. Donc, ces minerais ne s'altérant pas, ils sont transportés avec le sable depuis les roches-mères d'où le sable est issu. Et donc, en fait, le ratio entre les éléments, notamment titane et zirconium, est fixé par l'origine, les roches d'origine de ce sable. Alors, en revanche, les concentrations absolues, elles, vont dépendre de où le sable a sédimenté, où le sable est tombé au fond du lit de la rivière, ou rivière qui peut avoir disparu aujourd'hui, mais de la rivière de l'époque. Donc, différentes concentrations absolues vont témoigner de lieux géographiques différents. Et donc, sur le graphique affiché à l'écran, vous avez les compositions chimiques des vers de la nef et des vers de la rose qui sont représentés. Ceux de la nef sont en gris, ceux de la rose sont avec des points colorés. Donc, vous voyez qu'on a deux groupes distincts avec des concentrations plus faibles pour les vers de la rose, mais dans les deux cas, en fait, ils suivent la même pente.
Donc, ce résultat nous permet de faire l'hypothèse qu'en fait, ce sont bien des sables de la même région, sans une même bassin géologique, mais il ne s'agit pas de la même carrière qui a fourni le sable entre les vers utilisés dans la nef et les vers utilisés dans la rose. On peut éventuellement aussi faire l'hypothèse que les sables utilisés pour les vers de la rose sont plus purs, je dis plus fins, c'est-à-dire avec moins d'impuretés. Intéressons-nous maintenant aux cendres. Alors, les cendres sont source de sodium, potassium, calcium notamment, et donc ce sont les trois éléments qui sont représentés sur ces graphiques en triangle, qu'on appelle des diagrammes ternaires. En fait, ces trois éléments chimiques permettent de distinguer nettement le type de recette employée. Les vers, en fait, il y a les vers sodiques riches en sodium qui étaient produits plutôt dans le bassin méditerranéen. Des vers calciques plus riches en calcium qui étaient, eux, produits plutôt dans l'Europe de l'Est, l'Allemagne. Et les vers potassiques qui sont typiques de la France, la moitié nord de la France et aussi de l'Angleterre. Les compositions chimiques des vers, des vitraux de la nef et de la rose tombent dans cette dernière catégorie, des vers fabriqués avec des cendres de bois, source importante de potassium. Alors, des travaux publiés par des collègues anglais ont cherché à déterminer les compositions chimiques des vers obtenues à partir de la cendre issue d'une essence de bois bien particulière. Donc, dans les résultats qu'ils ont obtenus, je représente là par 3 gros points noirs les 3 types de composition de verre finales quand on utilise les cendres de chêne, de hêtre ou de fougère. Donc, on voit que le résultat est assez distinct. Donc, d'après cette étude, on pourrait donc faire l'hypothèse que les verres de la nef et de la rose sont fabriqués avec en majorité des cendres issues de bois de hêtre. Le deuxième graphique à droite est un zoom pour mieux voir, parce que sinon tous les points sont rassemblés ensemble. Et donc, en zoomant, vous avez à nouveau en gris les points pour la nef et en couleur les points pour la rose. Et donc, on constate que même si on est dans la même catégorie de composition chimique, malgré 2 siècles d'écart, on a des petites variations, notamment les vers pour la nef sont plus étalés en termes de composition. Et les vers pour la rose présentent des teneurs assez proches. En fait, la difficulté ou l'enjeu ici, ça va être d'arriver à dire si 2 vers qui présentent la même composition chimique, qui sont très proches sur ce diagramme, proviennent autant de chances est-ce que c'est un critère pour dire qu'ils viennent du même endroit par rapport à des vers qui vont être plus séparés sur ce même diagramme? Parce qu'a priori, et puis d'après ce que nous a permis de suggérer les résultats sur le sable, il y a beaucoup les vers de la nef et de la rose n'ont pas été sourcés au même endroit, donc pas fabriqués au même endroit. Mais là, sur ces graphiques, on obtient des compositions proches en ces éléments-là. Donc, comment faire pour savoir qu'est-ce qui va faire que la variation de composition est significative? Alors, en fait, la variation de composition chimique, si on considère au sein d'une même verrerie, on va distinguer la variabilité naturelle qui est liée aux matières premières et la variabilité comportementale qui est, elle, liée à la recette employée par le maître verrier. À cela va s'ajouter l'impact de l'échelle de temps. Plus le temps entre 2 verres va être grand, plus le temps entre la production de 2 verres va être grand, plus il y a de chances qu'ils aient des compositions différentes à cause de l'impact de ces variabilités-là. Donc, comment peut-on la quantifier?
Euh, Là, c'est tout le grand intérêt des vers de la rose. En fait, dans la rose, on trouve beaucoup de vers plaqués, voire fouettés ou aspergés, c'est-à-dire en fait des vers complexes qui sont composés de plusieurs vers. Donc, comme vous voyez là, des vers rouges avec des petits points blancs, c'est-à-dire c'est un vers rouge sur un vers blanc, et on a abrasé le vers rouge pour faire ressortir le vers blanc. Un vers particulièrement intéressant, en fait, qui nous a vraiment, vraiment beaucoup intéressé, dont on a peut-être déjà parlé ce matin, c'est ce vers à filets colorés. Donc, c'est un vers blanc avec des filets pourpres, bleus et des filets rouges. Donc, la cartographie de composition chimique obtenue à Aglaé confirmait bien, permettait bien de distinguer les différentes baguettes colorées. Et nous a permis d'avoir la composition chimique de chacune de ces baguettes colorées et du verre de base. Parce que donc en fait, dans ce verre, on a 4 verres qui ont été utilisés le jour où a été fabriqué ce verre. 4 verres ont été utilisés pour faire le verre. Donc dans ce verre, on a un extrait de 4 verres différents fabriqués dans la même verrerie un jour donné. Donc, la variation de composition chimique qui est relativement faible, mais qui n'est pas nulle, entre ces différents verres, nous permet d'avoir une estimation du minimum, de la variation minimum au sein d'une verrerie un jour de production. Les verres plaqués ont permis aussi d'obtenir de nombreux effets colorés. Et c'est là un aspect important de la différence avec la nef. Donc, je vais vous parler, pour finir, en fait, des verres verts plaqués. Comme vous voyez sur ce panneau, la robe du roi possède des traces, des sortes de marbrures rouges. En fait, on en trouve plusieurs dans la rose. Ce sont tous les petits rectangles rouges dans le schéma de la rose. Et il se trouve que quand on analyse la composition chimique de ce verre, on a été assez surpris parce qu'on a trouvé qu'on ne voyait pas les colorants dans la composition chimique, mais par contre, on voyait bien qu'ils étaient colorés. Donc, je vous présente un petit extrait des résultats de spectroscopie optique qui vient là jouer vraiment un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'avec la spectroscopie optique, on est venu mesurer la couleur sur une marbrure et à côté. Et en fait, en faisant la différence entre les spectres, on obtient ce qui est à l'origine de la couleur rouge. Et en faisant cette mesure, on a pu donc identifier que les marbrures rouges, c'était du cuivre qui faisait des nanoparticules qui créaient des marbrures rouges. Donc, comme les verres rouges, mais là, on est en plein milieu d'un verre vert. Et donc, comme on n'a pas fait de prélèvement, on n'a pas démonté les verres, c'était un petit peu le mystère, mais quelque part, là, on a eu de la chance. Il se trouve qu'à la cathédrale de Sens, alors, personne n'a cassé les vitraux volontairement, mais la grêle, un jour, a abîmé des vitraux. Et donc, il y a des petits fragments qui sont conservés. Et donc, on a trouvé dans ces petits fragments des exemples de verres qui datent aussi du XVe siècle, et qui nous ont permis d'un peu d'élucider le mystère de ces verres marbrés. Et car on voit bien, comme je vous ai représenté sur le schéma, que les verres peuvent être vraiment complexes, avec du verre incolore à l'extérieur du verre et au milieu, en sandwich, un verre coloré. Et on voit bien, on a vu sur les petits fragments de verre le rouge apparaître à l'interface entre ces différentes couches de verre. Donc voilà, c'est un exemple pour montrer que grâce à ces verres complexes plaqués, au XVe siècle, pour les vitraux de la Rose, les verriers avaient accès à des verres beaucoup plus variés en termes d'effets colorés et de résultats. Donc, pour conclure, les éléments une partie de ce que je vous ai présenté, une partie des résultats qu'on a obtenus et que je vous ai présentés aujourd'hui,
nous ont permis d'identifier qu'on était face à des verres d'une qualité exceptionnelle. Donc, Claire Babet l'a déjà évoqué. Pour la rose, on fait l'hypothèse qu'il n'y avait qu'un seul fournisseur de verre. Et l'étude en détail de tous ces verres a permis vraiment de mettre en évidence que c'était des verres très sophistiqués et de mieux comprendre les variations de composition entre les différents verres grâce à ces combinaisons de verres, ces combinaisons au sein d'un même échantillon de verre. Et donc, c'est un projet qui doit vraiment être exemplaire parce que la transdisciplinarité était essentielle pour combiner les expertises des différents protagonistes. Et l'intégration totale à la campagne de restauration était vraiment un élément clé. Et pour finir, du coup, ça nous a permis de construire une démarche nouvelle et modèle pour les autres études à venir. Enfin, encore une fois, le travail en atelier, les instruments mobiles, ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble et pas seulement quelques échantillons. Et pour finir, un point essentiel, à chaque fois, c'était des analyses non destructives. Donc, je remercie, donc tout ça, c'était fait en collaboration avec différents laboratoires, le Centre André Chastel, l'IMPMC, le LRMH. Je remercie tous les collaborateurs à ce projet, également le C2RMF et l'équipe d'Aglaé et les ateliers de restauration qui nous avaient accueillis pour les différentes campagnes d'analyse. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.